Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Amaï. Bonjour Nathalie. Bonjour Marine. Tu as travaillé dès 1994 avec Rick Gadella à la création de salons d'art internationaux. Je vais en citer qu'un seul, Paris Photo. Tu es commissaire d'exposition. Depuis 2009, tu collabores avec la Galerie d'Architecture à Paris sur la question de l'édition et de la publication. Tu fais partie du collectif Savage, dont j'ai déjà interviewé Audrey Bazin, Mathieu Foss, Judith Perra. Il n'y a que Valérie Fougérolles que je n'ai pas encore rencontrée. Et tu travailles aussi dans le milieu de la philanthropie. Tu es cofondatrice de Waruna Philanthropic Association depuis 2014. Et tu es la directrice artistique du festival de vidéo OVNI, festival qui se déroule à Nice à la fin du mois de novembre tous les ans. Voilà, donc j'ai juste cité quelques projets. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc, on va pouvoir rentrer avec un peu plus de détails sur les projets que tu as menés jusque-là. Pour commencer, pourrais-tu te présenter avec tes mots? Avec mes mots. Une passionnée d'archéologie et qui a eu un détour dans la vie grâce donc à la rencontre avec Rick Gadella. Et qui un matin m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie, et donc moi j'étais plutôt partie pour faire des études, finir mes études et passer le concours de conservateur pour un poste au musée du Louvre, puisqu'à l'époque j'étais spécialiste de la céramique à figure noire du VIe siècle avant Jésus-Christ, spécifiquement chypriote, et c'est pourquoi j'étais aux Antiquités orientales du musée du Louvre. Et puis j'ai bifurqué donc dans le monde de l'image toujours, parce que ça c'est toujours la question de l'image, et photographique en particulier, mais pas seulement, parce qu'on a d'abord commencé avec Rick sur la question du livre d'artiste. Et dans quel cadre tu l'as rencontré? Dans quel cadre? Amical et personnel. Il habitait chez moi. Enfin, il est arrivé chez moi un matin. Et puis, on a colloqué pendant quelques temps. Et à vrai dire, notre premier projet, dont lui-même ne se souvient pas, mais moi, oui, était un projet qui n'a pas eu lieu. Et pour cause, parce que trop d'anticipation, encore une fois, sans doute, parce qu'on a eu d'autres projets avec Rick, mais qui le caractérise, c'est justement d'avoir cet élan visionnaire. Et c'était sur un salon de la philosophie. Donc c'était 93, ceci. Et 92-93. Et donc nous étions avec Julia Kristeva et Jean-Pierre Faye du Collège de la photographie qui nous avaient demandé de réfléchir à un événement. Voilà. Donc on a travaillé 3 mois, mais personne n'a compris vraiment ce qu'ils, eux, voulaient faire, ce que nous voulions faire en accord avec leur charte. C'était trop tôt. Aujourd'hui, il existe des salons de l'archéologie, des salons de la philosophie, mais il y a plus de 30 ans, c'était pas possible. Et voilà. Donc, nous avons rebondi sur la question de l'édition et du livre, puisque Rick est arrivé à Paris après avoir eu à Amsterdam une galerie d'art, et puis d'avoir créé ses propres éditions qui s'appelaient Picaron Éditions. Et du coup, dans quel cadre les salons ont été pensés et ont été créés? Quel était un petit peu le paysage des salons, le milieu de l'art en général? Enfin, pourquoi la question du salon, hein, c'est ça? Exactement. Alors, nous avions été contactés par le Saga à l'époque, Rick étant dans le milieu du livre d'artiste, alors traditionnel, hein, c'est la question de l'application de l'image avec du texte, donc souvent poésie, littérature et images, et avec aussi la création contemporaine. Dans celui, il exposait et il éditait ce type de livre. Donc il connaissait très très bien le milieu, et puis on s'est dit mais ça correspond pas à ce que nous aimerions faire si on nous pose la question de à quoi ressemble non pas une foire mais un vrai salon, c'est-à-dire réunir des professionnels, des amateurs et évidemment des acheteurs, puisque c'est aussi une économie de niche, encore plus niche que la photo à l'époque. Et voilà, nous avons lancé Artist Book International, c'était en 94, sur un modèle anglo-saxon, c'est-à-dire dans les hôtels. C'était itinérant, puisque en fait on a fait Paris, Cologne, New York. Et puis ça fonctionnait très très bien, parce que on avait un étage complet d'hôtel. Pendant une semaine entière, on vivait tous ensemble, pieds nus sur la moquette.
Chacun ses suites, je précise. Mais par contre, une effervescence, effectivement, par rapport aux collectionneurs, par rapport à la proposition. Et donc ça, c'était vraiment un grand plaisir déjà d'organiser les choses pour qu'elles adviennent. Je crois que c'est la jouissance d'organiser des rencontres professionnelles comme cela, ouvertes au public. C'est toujours les entrées gracieuses à l'époque. Voilà. Et puis ensuite a suivi la question de la photographie. Est-ce que vous aviez des modèles ? Est-ce que vous aviez un petit peu une idée ou c'était plutôt par rapport à ce que tu disais, votre envie personnelle, ou est-ce que vous aviez aussi autour de vous, dans d'autres industries, des choses qui vous inspiraient ? Le modèle, on va dire le modèle classique de mettre dans des espaces des professionnels qui proposent notamment des productions culturelles et artistiques. C'était plutôt le côté du stand, etc. Donc notre proposition de poursuivre dans le modèle anglo-saxon, qui est plutôt dans l'ordre de l'intime, était plutôt dans notre modèle d'esprit et de partage philosophique de la chose, mais n'a pas été compris en France. Donc on n'a pas été pris au sérieux, non seulement parce que nous étions très très jeunes, il faut quand même le dire à l'époque, et puis... Vous aviez quel âge ? 22, donc, ou Eric 26, donc c'était... Et puis inconnu. Alors non seulement nous n'avions aucune entremise, c'est notre volonté de faire les choses, les rencontres, et c'est surtout de susciter les rencontres, parce que Rick, c'est toujours ainsi, c'est une idée le matin, l'après-midi le projet est circonscrit, et en fin d'après-midi on a appelé tout le monde concerné par le projet, sans connaître. Et après c'est des rencontres, effectivement. Vous voulez faire ça de cette manière, donc c'est plutôt un esprit, avant même de rechercher des modèles qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc c'est créer sa propre dynamique en fonction de ce qui nous semblait à la fois répondre aux exigences économiques, certes, mais artistiques avec un certain niveau, et de choix de partenaires. Et quels ont été les autres salons que vous avez lancés là, un petit peu par ordre chronologique, et puis du coup les ambitieux et les enjeux de chaque salon que vous avez les ambitions finalement se rejoignent un peu à chaque fois, c'est de sortir et de mettre en lumière, on va dire, un pan d'une création artistique. Le livre d'artiste reste toujours une niche, mais c'était un entre-deux, c'est-à-dire ça sortait de la tradition. Il y avait une production contemporaine qui était juste avant ce qu'elle allait devenir, c'est-à-dire les problèmes économiques, en disant finalement on se retourne sur le livre parce que c'est plus facile à produire, c'est un format qui circule très facilement plutôt que des grandes expositions avec des grands formats, etc. Que ce soit de la peinture, du dessin ou de la photographie, puisqu'on en retrouve les trois. Et puis quand ça a été la photographie, non, il n'y avait que les pads, il n'y avait rien en Europe. Ce qui a motivé, c'est qu'effectivement rien n'existait. Alors, on ne peut pas dire qu'on est des connaisseurs absolus et de la photographie quand on a commencé. Par contre, on sait très bien s'entourer, c'est-à-dire en termes de conseils sur ce qu'il faut. Et Eric apprend très vite, donc il devient expert très rapidement dans tous les domaines. Et nous, on suit derrière, quelque part. Et puis, c'est la curiosité. Peut-être aussi ce qui nous a décrit depuis le départ, en termes d'élan, c'est cette curiosité et cette appétence pour des formes artistiques à mettre en exergue. C'est que rien n'existe. Alors peut-être que ce modèle-là, c'est ça en fait notre modèle, c'est de mettre à niveau international et au plus haut tant qu'à faire, donc numéro 1, et puis après s'en dessaisir, parce qu'une fois que c'est monté, et recommencer dans un autre domaine. C'est ce qui a été donc le cas, on est passé donc du livre d'artiste à la photographie. Quand on est arrivé, d'ailleurs personne ne nous a fait confiance, je tiens à le préciser, à part Anis B qui nous a aidé financièrement pour travailler 3 mois et monter ce fameux salon. Et les instances, par contre, nous avaient dit qu'on se planterait à cette proposition de photographie et de salon. Les instances françaises. Donc c'était surtout d'abord faire appel aux internationaux qui n'attendaient que ça, notamment les Américains, pour venir en Europe. Voilà. Ensuite, il y a eu une présentation de parcours du design, donc au même endroit que Paris Photo, ça s'appelait Paris Design, voilà, Carrousel du Louvre, à nouveau. Et il y a eu 3 éditions, parce qu'il y a eu un problème économique à cette époque-là, à nouveau, qui se présentait, et puis et c'était pareil, c'était donc proposé le design historique.
et de me faire venir donc évidemment des meilleurs marchands et meilleures galeries internationales au sujet du design. Après cela, nous avons fait une tentative sur le culinaire. C'est pour ça que je disais trop d'anticipation parfois. Finalement c'est visionnaire certes, on avait raison, mais on a abandonné pour une question juste technique. C'était un salon du culinaire, donc un truc immense avec tous les centres culturels qui participaient. Il y avait des programmations de dingue, des chefs. Donc le culinaire et la dimension artistique du culinaire, c'était la grande halle de la Villette qui, au bout de 3 mois, nous a dit qu'on n'avait pas le droit de faire du show. Nous avons abandonné et nous avons rebondi en créant un salon qui s'appelle le Parcours du Monde, enfin des mondes, avec une revue. Donc l'autre modèle, c'est aussi peut-être un petit détail pour revenir sur la question de pourquoi on monte les choses. Il y a toujours une velléité de faire de l'édition parallèlement au salon. Donc chaque salon a été accompagné d'une revue dédiée au médium. Et le Parcours des mondes, il existait un modèle, là, pour le coup, à Bruxelles, sur l'art tribal, mais c'était très africain. Notre volonté était d'ouvrir à toutes les cultures. Donc c'était aussi, y compris l'Asie. J'ai eu un peu de mal au départ à faire admettre que l'Asie faisait partie de cette proposition. Il n'y avait pas que l'art africain. Pourquoi tu penses que c'était... Parce que là, pour eux, l'art tribal, l'art asiatique, c'est des cultures asiatiques, alors qu'elles sont tribales aussi, si on peut garder ce terme-là. Et cette dimension-là, en tout cas, qui faisait que les objets venaient justement de cultures plutôt tribales que de grandes civilisations. Et puis ensuite, il y a aussi la problématique des ressources, parce qu'il y a aussi très peu d'objets qui circulent. Par exemple, pour tout ce qui est Amérique dite latine, il y a très peu d'objets et beaucoup de faux. Donc ça aussi, c'était une question. Cet enjeu nous a beaucoup plu. Pour ma part, moi, ça rejoint donc mon parcours sur les sciences humaines, certes archéologiques, mais anthropologiques et ethnologiques. Donc ça, j'étais assez à l'aise dans ce domaine-là. Et Eric a constitué parallèlement une collection qui fut une des plus importantes, on va dire, sur la coiffe, et donc du monde entier. Voilà. Avec un lien ensuite avec celle d'Antoine de Galbert, et qui lui-même a transmis sa collection ensuite aux instances muséales. Pourquoi ne pas rester sur un salon pendant toute une carrière ? Pourquoi toi et Eric, vous aviez l'envie, enfin t'en as quand même un petit peu parlé, mais juste revenir sur d'où vient un petit peu cette envie de... Je crois qu'on est vraiment plutôt dans la conceptualisation, donc ça rejoint aussi peut-être parallèlement notre philosophie de vie. Il n'y a pas de différenciation entre cette philosophie de vie et d'application dans le milieu professionnel. On est en accord avec ce à quoi on aspire, on va dire notre présence au monde, et quelque part chaque salon, chaque produit, en termes de conceptualisation, ressemble un peu à cette recherche que nous avons eue dans notre vie, certainement d'un point de vue parallèle d'ailleurs avec Rick. Alors je tiens à me dire qu'on ne dit pas que tous les deux, depuis le début, on a une sacrée équipe, et on a tous commencé, notamment tu as interviewé déjà Mathieu Foss. Mathieu était de la partie pour Paris Photo, donc nous nous connaissons depuis cette période-là. Et même Valérie Fougerolles, puisque nous avons fait la passation donc avec elle au temps de la vente de Paris Photo auprès de Reed Exhibition, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Erix. Donc nous avons un lien tous au sein de Savage, et Judith, parce que j'ai travaillé à la Galerie Baudouin-Lebon, et donc j'ai rencontré Judith à ce moment-là, et Audrey Bazin de la même manière. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans nos vies professionnelles, certes, on a cette envie de conceptualiser, donc de maîtriser le sujet en fait. Pourquoi on propose quelque chose ? Pourquoi ne pas perdurer dans quelque chose qui fonctionne en plus, notre jouissance, elle est ailleurs, elle est justement créer quelque chose qui ne préexistait pas vraiment, en tout cas aussi loin qu'on a pu pousser notre proposition d'événement. Et puis ça ne nous intéresse pas de prolonger ad vitam aeternam le même geste. On est aussi des créateurs, comme on a envie d'être des créateurs de notre propre vie. Très intéressant. Est-ce que après le salon Parcours des mondes,
Est-ce que tu avais envie de rester dans le milieu des salons ou alors d'être à ton compte, voilà, pour en revenir un petit peu à la dernière expérience que tu viens de... Oui, alors... Dernier projet. Effectivement, donc après cette carrière, donc on va dire de successive et spécifiquement à la fois dans la création de salons et l'édition, parallèlement, Rick, au moment du parcours des mondes, est parti en vacances au Laos et est resté au Laos avec l'ambition de créer un jardin botanique. Donc moi, je suis restée de mon côté à Paris, tout en travaillant sur le jardin botanique, sur l'accompagnement de ce jardin. Donc en botanique, évidemment, les choses sont lentes, longues. Il faut de la patience, il faut 10 ans pour proposer au public toute la création. Donc c'est aussi une création, le jardin de A à Z, parce que ça a été un défrichement pour Rick dans tous les sens du terme. Et il a fallu 10 ans avant l'ouverture. Donc lui est parti sur des aventures en Asie, et puis moi je suis restée là, et en me disant... En fait, j'ai envie d'une pause, j'en ai marre de travailler avec ma tête et j'avais envie de travailler avec mes mains. Chose que je fais aisément depuis que je suis petite, mais bon, effectivement, le côté intellectuel était un peu drivé, on va dire, mon parcours. Et donc, ça a été exaucé, c'est-à-dire un matin, j'étais en train justement de le penser, je prenais un café et l'un de mes voisins qui dans le cinéma est passé devant moi et il m'a demandé ce que je faisais. Et je lui ai répondu rien. Et en fait, il m'a embarqué pour 4 ans, enfin presque 5 ans de travail dans le cinéma, en tant qu'ensemblière. C'est-à-dire ensemblière? Ensemblière, c'est choisir le mobilier pour le décor. En fait, dans le décor, donc c'était on va dire le département de décoration. Et puis, j'ai été aussi accessoiriste plateau. Et puis, j'ai fini chef déco en 5 ans, beaucoup trop vite. On va dire au goût de certains. Dans ce métier-là, il faut gravir les échelons. Voilà. J'étais une femme, je suis arrivée là avec une maturité, donc j'avais 40 ans, et voilà, en général on débute bien avant, et il faut faire ses armes. Et j'ai fait mes armes, premier film, avec un film franco-colombien. Mais je salue Jacques tout le monde à ce sujet, parce que c'est grâce à lui que j'ai plongé là-dedans. Je ne savais pas du tout si je savais faire que ça. Je ne me suis pas posé la question, on m'a dit tu fais. Alors j'ai fait. Et en fait on m'a dit à la fin du tournage, compañera. Et donc la compañera, ça veut dire que j'avais gagné mes galons. Et c'était une drôle de boucle, parce que parallèlement j'avais déjà initié Yaruna en Colombie, donc un projet anthropologique et philanthropique, et côté Amazonie, donc dans le sud de la Colombie. Et c'était une drôle de boucle, parce que je me retrouvais sur un film franco-colombien, et donc je me dis c'est ça la vie, quoi. Et donc pour répondre à ta question, c'est quoi le désir en fait qui nous pousse à agir dans un domaine plutôt qu'un autre? En fait, si on n'a pas de limite, on peut toujours tout faire, si on se dit qu'on n'a pas de limite. Parce qu'en fait, on passe notre vie à entendre qu'on a des limites, qu'on doit être expert de quelque chose. Moi, je suis experte en rien. C'est juste que finalement, si d'emblée je me dis « Ah non, mais ça, je vais pas être capable de le faire », d'ailleurs, dans le cinéma, d'ailleurs, j'ai oublié. Par exemple, là, 5 ans plus tard, je me dis en fait, je suis incapable de faire tout ce que j'ai fait. Si je devais le faire aujourd'hui, non, je sais pas faire. En réalité, je l'ai fait. Et c'est la même chose, c'est-à-dire si on a un domaine de prédilection, si on se dit oui, mais en fait je ne pourrais pas, on se bloque de toute façon, et on se coupe soi-même déjà d'ouvrir les portes. Et puis quand on veut vraiment et que ça correspond à une certaine justesse, je crois, de positionnement dans la vie, je pense que les choses sont faciles. Ça n'absout pas de la difficulté de situation, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est aussi la qualité du désir. Est-ce que notre désir il est plein? Est-ce qu'il est intense? Est-ce qu'il est juste par rapport à soi? Donc quand c'est juste, je pense que les portes s'ouvrent. Ouais. Et du coup, à la fin de cette expérience, tu es revenue dans le milieu artistique. Comment se sont repassés du coup les allers-retours entre guillemets? Les allers-retours. Comme personne ne savait que j'avais passé 5 ans dans le cinéma. Ils avaient bien vu que j'avais un peu disparu pendant quelques temps, mais comme je ne dis jamais ce que je fais, ce que j'ai pu faire, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que je vais faire. Donc ça n'a pas trop gêné en disant me voilà. Mais comme à chaque fois, en fait, le propos c'est de créer son
propre travail, donc ça m'a pas trop gênée. Et je suis repartie avec une création d'Alta Volta, avec Anouchka Alekian, que j'ai rencontrée dans le cinéma, justement. Et nous avons créé donc une société de production, de création, de consulting, dans la création artistique, au sens large. Et on a démarré avec un nouveau salon qui s'appelle toujours, l'Antichambre. Il y a eu 2 éditions, toujours au même endroit, à l'hôtel de la Nouvelle République, et avec un accueil immense de la part de son propriétaire, et qui a accepté le jeu. Surtout que lorsqu'on l'a rencontré, on avait une idée en tête, pas du tout de planning, de dossier, etc. Ça s'était dit juste en 3 mots. On veut réunir à nouveau le monde professionnel dans un domaine qui changera à chaque édition, mais dans une réception de l'intime, ce pourquoi on revient vers l'hôtel, puisque c'était donc une petite boucle par rapport à 94 et Artist Book, que j'avais bien aimé, et réfléchir à 3 choses. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi on expose. Et donc, c'était de réunir à la fois un curateur avec un artiste, les uns choisissant les autres. Mais il est évident qu'en amont, le curating s'est fait par nous. En fait, c'est nous qui avons choisi soit le curateur, sachant à peu près son domaine de goût et d'élan aussi intellectuel et artistique, ne sachant pas qui il allait choisir. Et inversement, choisir un artiste avec lesquels on avait envie de travailler sans forcément les connaître, par rien, et leur demandant de choisir leur propre curateur. Donc c'était d'abord un premier jeu. Le deuxième jeu, c'est donc réfléchir à une chambre d'hôtel, comment l'investir, et donc de vraiment réfléchir à la scénographie, dans des chambres assez fortes en plus en termes de présence. Et le troisième plateau, on va dire, c'est de réfléchir à comment on accueille, pourquoi on accueille, et qui on accueille au final. Donc je tiens à dire que c'est toujours un public et pas des. Je n'aime pas beaucoup dire qu'il y a des publics. Pour moi, il n'y a qu'un seul public. Comme il n'y a qu'un artiste. Donc il fait des choses, et il est avec ce qu'il est, et il fait ce qu'il fait. Donc le public aussi. Le public vient en tant que, on va dire, individualité, et quelle qu'elle soit. Et quel est le format ? Le format... La durée et le... c'est toujours des salons très courts, en fait. C'est sur 3-4 jours. Celui-ci, il était de minuit. Alors, je fais toujours des clins d'œil, alors que tout le monde n'entend pas, mais ça ne fait rire que moi. Mais minuit, c'était par rapport à la revue, le magazine sur les arts dits mineurs dans le cinéma. Et donc c'était un peu ça. Et ça a très très bien fonctionné en fait, minuit. Alors c'est long, très long pour les personnes qui sont en chambre. Mais pour le public, au contraire, on avait des personnes qui arrivaient à minuit. Et donc l'atmosphère des chambres, de l'hôtel, la qualité de l'accueil faisait que les personnes étaient encore là 2-3 heures plus tard. Et donc c'est là qu'on voit qu'on a réussi d'une part dans la question de l'accueil. Les artistes et les curateurs qui disent mais on n'a jamais eu en ce format ce temps d'accueil et de discussion, parce que les chaises étaient propices à s'installer, et il y a eu une vraie réflexion sur pourquoi on fait les choses, en même temps qu'il y avait un vrai stand finalement entre guillemets, parce que c'est des murs et on accroche et que l'on vend, c'est aussi une proposition économique. L'autre biais de ce modèle-là, ce que nous voulions faire, c'était de inscrire aussi une relation entre les uns et les autres. Donc quand je dis la dimension professionnelle, c'est pas juste proposer à la vente un médium et que ça circule de cette manière-là, ce qui est déjà pas mal, acheter, collectionner, etc. Aussi bien par les privés que les institutions, parce qu'on a eu un mode de sélection effectivement par rapport au public, mais ça je vais le développer. Je finis par rapport à la proposition, c'est que des curateurs qui travaillaient avec certains artistes ont rencontré d'autres artistes avec lesquels ils ont ensuite engagé une collaboration. Et c'était ça, moi aussi, mon enjeu. C'est que tout le monde se rencontre aussi. Quand je dis c'est des rencontres professionnelles, c'est vraiment croisé et c'est sur la durée. Et donc voilà, je suis très contente quand j'ai su que certains travaillaient avec les autres, mais parce qu'ils s'étaient rencontrés en antichambre. Des artistes qui travaillent ensemble. Donc là, prochainement, il y a ça s'est fait depuis la création de l'antichambre, mais encore là, une exposition qui a pour la semaine prochaine, 2 artistes qui se sont rencontrés et qui travaillent ensemble et qui font des expositions ensemble. Donc c'était ça l'antichambre aussi. C'est pas juste on est là 3 jours sans se parler, sans se connaître, et que tu fais quoi, et à peine on se dit bonjour. C'est susciter des vraies rencontres, des vraies collaborations.
Et c'est sur quelle période de l'année? Alors, c'est un hôtel, donc évidemment on ne va pas être là au moment où il y a le plus de personnes. Donc la temporalité pour moi n'a aucune importance. Il se trouve que c'était en janvier la première édition et février-mars, à cheval février-mars, en même temps que le salon du dessin pour la deuxième. Et on a occupé tout l'hôtel. Donc c'était un vrai enjeu. Et est-ce qu'il y a une prochaine édition qui est prévue ou pour le moment, avec la situation sanitaire? Alors il y a eu la question sanitaire sur laquelle on ne pouvait évidemment pas réitérer dans ce même schéma fonctionnel de l'hôtel. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu d'édition si je la fais absolument cette année non, c'est la qualité de la proposition. Alors je pense que vu mes engagements aujourd'hui, je ne peux pas me lancer dans une 3e, 4e ou 5e aventure sans la proposer avec une qualité assurée. Donc ça ne sera pas 2022, mais peut-être 2023. Mais qui sait, hein. La première édition s'est montée en 10 jours. Donc je peux, si je trouve un partenaire hôtel qui me dit tu as l'hôtel pour toi, je sais que j'ai les capacités d'aller chercher les personnes pour répondre à un projet qui serait peut-être beaucoup plus petit, moins ambitieux que ce qu'on a pu monter notamment pour la 2e édition. Et tu parlais du public. Oui, le public. Alors ça aussi, c'est un gros mot hein, pour les instances muséales comme pour les questions privées de foires, salons, projets pédagogiques, éducatifs, etc. C'est beaucoup de cases pour dire une seule chose. C'est la rencontre d'un regardeur avec quelque chose qui a été créé avec une intention très particulière, c'est-à-dire soit le regardeur a pu très bien être pris en compte, soit pas du tout. Donc ce jeu est complètement ouvert. Donc il y a que ce regardeur ait 4 ans ou 70, donc si on peut parler de génération, puisque ça a un rapport avec l'éducation culturelle, on va dire, hein, ou que c'est un milieu social. On parle beaucoup de Bourdieu en ce moment. Donc, qui ferait qu'on apprécie ou pas? Je crois qu'on apprécie avec ce que l'on est. Donc, il y a des enfants de 4 ans qui sont très perspicaces et qui arrivent très bien à décoder ce qu'on leur est en train de leur dire. Par exemple, sur la question de genre, ils ont très bien compris sans qu'on ait besoin de théoriser et ils comprennent très bien comment ça se passe, ça se produit. Et pour d'autres, donc si on dit une génération, voire une géographie culturelle différente, aurait beaucoup plus de mal avec une même proposition. Donc pour moi, c'est juste un public et il faut juste bien l'accueillir. Et si on s'adapte, voilà, c'est une adaptation, mais pas dans la qualité de ce qu'on va proposer, donc pas de censure. Si il y a censure, évidemment, je m'entends bien, censure si c'est mettre mal à l'aise. Bien évidemment, un enfant de 4 ans qui serait mal à l'aise devant une production de nu parce que dans son milieu social ou culturel, environnement familial, etc., même la question du corps, et ça ne veut pas dire que c'est la nudité dans la... Je ne sais pas pourquoi j'aborde ce thème d'ailleurs, mais ce n'est pas un problème parce que voilà, on a tous un corps et que dans certaines cultures, le corps est pris en compte aussi bien que l'esprit et il n'y a pas de tabou dans le fait de montrer un corps nu ou en tant que parent voilà. C'est vrai que c'est une question très très sensible. Donc en fait, tout est dans la question de l'accompagnement. Comment on propose les choses, pourquoi on propose les choses et qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit autour de cela. Et ça peut être aussi dans le silence, hein, tout est dans la manière de présenter en fait aussi. La présentation n'est pas que verbale. Par rapport au public, rebondissons sur le festival OVNI Vidéo. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et puis pourquoi tu as pris cette décision d'être directrice artistique de ce festival et quelles sont un peu la direction que tu veux lui donner pour cette édition 2022? Oui, alors on va me dire la vidéo c'est loin de la photographie ou d'action philanthropique. Et bien, en fait, il se trouve que non. Artist Book, quand j'ai repris Artist Book, il y a eu 2 temps dans Artist Book, je ne l'ai pas dit, mais donc il a été créé en 94 et puis on l'a vendu à New York, ce qui nous a permis de monter Paris Photo. Mais je l'ai repris en 95
Et j'ai toujours montré de la vidéo, parce que pour moi, il y a les artistes qui utilisaient l'image fixe, pour beaucoup, notamment les contemporains, mais depuis les années 60, pratiquaient aussi la vidéo. Donc pour moi, il n'y a pas de dichotomie à montrer de l'imprimé et puis de la vidéo qui est une forme d'impression aussi numérique, parce que c'est vraiment très spécifique comme médium. Donc j'ai toujours montré de la vidéo, j'ai toujours programmé de la vidéo. Donc c'est pas juste sorti du chapeau comme ça. Ensuite, on m'a demandé, j'ai invité OVNI à participer à l'Antichambre numéro 2 avec une programmation jugement vidéo, parce que c'était le festival vidéo en France, et je trouvais ça assez bien de proposer une chambre, et surtout qu'ils avaient le même format. Eux aussi sont en hôtel pour une partie du parcours vidéo qu'ils proposent. Donc la directrice est Odile Ridolfi, c'est elle qui a créé cet événement dédié à la vidéo, qui était encore une niche. Finalement, mon parcours est criblé de niches. Mais elle m'a demandé donc de venir pour rendre l'appareil de l'invitation. Nous nous sommes très très bien entendus, et surtout je me suis dit ça serait bien que ça sorte quand même de la niche. Ça restera toujours un médium niche, mais par contre il y a une histoire de la vidéo qui est non des moindres et qui est très méconnue, et alors qu'aujourd'hui mais tout le monde fait de la vidéo. C'est assez étrange de méconnaître ce médium, l'histoire de ce médium, alors que la facilité technologique et de diffusion est quand même d'une actualité plus que prégnante. Donc mon ambition, c'est d'abord que l'OVNI devienne un peu plus connu d'un point de vue national, parce qu'il y a vraiment une méconnaissance sur la qualité de la proposition qu'il y a eu depuis cette édition, et de lui donner une envergure internationale, voilà, parce que de facto les personnes qui sont présentes viennent de l'international majoritairement, donc c'est incroyable que ça reste juste sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je suis ravie de retrouver, puisque je suis moi-même arlésienne de naissance. J'ai une question sur l'organisation de ta vie, de tous tes projets. J'ai l'impression que c'est beaucoup des rencontres, des gens que tu rencontres. Mais du coup, pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir une carrière comme ça, avec entre guillemets pas de limite, pouvoir faire des projets en fonction aussi des rencontres, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça, ou comment garder le lien avec les gens avec qui on travaille? Voilà, je ne sais pas s'il y a des choses que tu aurais pu apprendre, ou une ouverture d'esprit. Je ne sais pas s'il y aurait des choses que tu pourrais des conseils, ou en tout cas des... Oui, je sens poindre la question du réseau. Le réseau, il est ce qu'on en fait. Donc il y a le réseau qui préexiste, et puis il y a les élans qui nous poussent à nous accrocher absolument à ce qui est les personnes qui sont en poste, notamment, parce qu'en fait souvent on oublie. Alors il y a deux choses: il y a des fonctions, et il y a des personnes qui sont en poste à ces fonctions et qui sont nécessaires dans notre on va dire exercice professionnel, et puis souvent ce sont des individualités qui sont à ces postes, et donc soit la personne est très professionnelle, et peu importe ses goûts et ses couleurs, il y a une fonction, on doit répondre. Si on fait des projets, on doit nous dire oui, et puis il n'y a pas de copinage, parce que c'est les projets et la valeur des projets qui fait que les choses adviennent. Et de l'autre, on a donc des individualités qui veulent faire des choses, proposer des projets, qui les montent, qui ont besoin d'appui, et puis qui vont aller donc chercher ces personnes-là. C'est beaucoup d'énergie. J'ai pas de conseils à donner. Je pense que ça correspond à ce que l'on est et ce que l'on veut. Moi, je déteste battre l'eau 10 fois et faire des ronds dans l'eau pour rien. Donc, quand je tends la main ou je vais toquer à une porte, pour moi, ça doit être la bonne. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de veille en amont. J'observe beaucoup, j'écoute beaucoup.
Je me montre peu. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de personnes qui doivent connaître mon visage et peut-être encore moins mon nom, mais peu importe. Ce qui m'excite en fait, c'est de faire et que les choses adviennent. Et c'est pas moi qui fais, c'est les choses qui sont là. Et ça, c'est une vraie jouissance. Donc oui, tu as raison, c'est une question de rencontre. Mais parce que si je suis juste, il y a une chose qui se dévoile depuis que je suis très très jeune, c'est que ce que j'appelle la synchronicité. Quand j'ai quelque chose en tête et que je sais ce que je veux faire, tout arrive. C'est-à-dire les personnes, même les ressources matérielles. Et je me dis, tiens, j'ai besoin de quoi? Là, précisément, j'ai besoin donc de vidéoprojecteurs pour venir. Je rencontre le fabricant et il me dit, bah oui. Je ne l'ai jamais vu avant, il ne me connaît absolument pas, je lui propose juste le projet. Voilà la pertinence du projet. Voilà votre pertinence à être avec nous. Et puis ça se fait, parce que ce jour-là, il s'est dit que peut-être qu'il devrait faire un effort justement pour une visibilité artistique au-delà du technique. Mais c'est juste des petits moments. Là, je raconte quelque chose de très minime. Ça va jusqu'à la chose très très importante qui fait que, oui, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Parce c'est mûr, en fait. Il y a aussi, c'est ça, cette question de maturité. Aujourd'hui, il faut que ce soit tout de suite, tout maintenant. On fait des rétrospectives d'artistes, ils ont 24 ans. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Et la maturité, elle peut être là à 24 ans. C'est tout à fait vrai. Et on peut être un jeune artiste à 60. C'est-à-dire démarrer une production. Et c'est bien dommage de ne pas regarder cette production-là, quelqu'un qui a un élan. Donc lui aussi, il a ces rencontres-là. Donc il n'y a pas de conseil sur que doit-on faire quand on commence quelque chose. Moi, je pense qu'il y a juste à être déjà soi-même. Et quand on sait qui on pourrait être, parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment, même à la fin d'une vie, mais en tout cas, il y a des directions qu'on veut avoir et d'autres qu'on ne veut certainement pas avoir. Et de toute façon, celles qu'on ne veut pas avoir, on n'y pense même pas. Donc c'est une forme de concentration aussi. C'est pourquoi agir dans le milieu professionnel, c'est pourquoi agir dans la vie personnelle. C'est la même question. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on veut, quoi, les projets qu'on veut faire? Oui, enfin qu'on veut. Alors moi, je parle plutôt du terme de désir que de vouloir. Après, il y a les intentions qui vont avec. Mais si on a un désir déjà, et c'est déjà difficile, je pense, d'avoir du désir. Alors c'est pas un gros mot du tout, hein. On peut même le prendre dans un sens spirituel, ce mot désir, hein. D'autres en anthropologie on dit présence au monde, voilà. Est-ce qu'il y aurait là c'est une de mes questions qui est un peu compliquée, enfin on peut la prendre comme on veut, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu as vues dans le passé, des évolutions que tu aurais pu voir dans le milieu de la photographie, qui tu penses vont s'accentuer dans les prochaines années, de façon décloisonnée, vraiment question très ouverte sur la façon de travailler, la façon de la photographie, toi ta façon de faire des expos, de voyager, de faire des livres, voilà, j'ouvre vraiment tous les sujets. Il m'est assez difficile de répondre à ça, si ce n'est que de manière très globale, parce que ça part de comment considère-t-on le médium photographie? C'est quoi la photo aujourd'hui, en fait? Et que pourrait être ce support qui est passé d'un argentique, du process, on pourrait parler du process, et après qui implique justement, parce que l'action technique a une incidence sur l'usage. Avant, il fallait quand même un gros matériel qui était difficile à déplacer, donc c'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on a du numérique, tout le monde peut faire de l'image, tout le monde peut transformer l'image encore plus facilement qu'on pouvait. On a toujours transformé l'image. La photographie est née d'une transformation. Donc technologiquement, il y a les transformations. Je partirais sur, on va oublier ce médium photographique qui va devenir quelque chose de classique, on va le ranger dans le classique, et ce que je vois, c'est plutôt la question de, alors ce qu'on appelle faussement nous 3D, parce que la seule 3D qui existe aujourd'hui, c'est l'hologramme. Donc ça serait plutôt cette transformation là de quel est
technologiquement la restitution d'une image. Et je crois qu'en fait, le plus important, c'est qu'est-ce que réellement une image. Parce que une question que j'aime bien, que j'aimerais bien poser, parce qu'après avec Savage, on a posé une question à tout le monde quand on a créé le groupe, c'était pourquoi la photographie ? Et aujourd'hui, je voudrais dire, ça serait une question mais est-ce que la photographie est une image ? Et donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est l'image et quel est l'usage de l'image ? Parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a le langage, en fait, et que tout est lié au langage. Donc, que ce soit une peinture, un dessin, une photographie, c'est pas la question du médium, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et j'attends beaucoup plutôt de la transformation, de la dimension de l'image. Pour moi, la photographie, c'est fini. C'est fini, mais ça évolue aussi avec la vidéo, ce que tu disais, l'omniprésence. Je pense qu'on n'a jamais fait autant de vidéos, vu autant de vidéos, et donc effectivement l'image fixe, l'image animée, les hologrammes, effectivement on a une image qui évolue et un rapport à cette image aussi qui est... Ouais, c'est plutôt le rapport qui est important, voilà. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'image et qu'est-ce que ça produit, quelles sont les incidences de l'usage de ces images, qui n'est pas inédit. Tout le monde prononce ce mot inédit, mais c'est archi faux. On s'inscrit dans une histoire. Il n'y a pas de différence entre une photographie et la question c'est juste un médium qui a changé. Donc on confond toujours les fins avec un usage technique d'un médium, mais il n'y a rien à changer. On se pose toujours les mêmes questions. Pourquoi créer une image ? Qu'est-ce qu'on fait de l'image ? Quelle est la symbolique de cette image ? Quelle est l'incidence sur la vie sociologique, politique, personnelle, émotionnelle ? Quand on crée un prix, par exemple, pour la photographie, et où on demande aux artistes d'être innovants, je me demande, et donc c'est un rapport au langage, là, un petit retour, petit clin d'œil, mais comment peut-on penser et prononcer le mot innovant relié à de la création ? Un artiste est-il innovant ? Donc il faudrait un petit peu que tout le monde se rassoie un peu dignement et réfléchisse simplement aux choses. Il n'y a pas à demander aux artistes d'être innovants, ils le sont de facto. Oui, parce qu'ils créent des choses de par eux-mêmes. Innovant, ça voudrait dire qu'il y a de la répétition, ce qui est vrai, il y a de la répétition, mais la répétition, elle ne nuit à personne. Elle ne peut nuire qu'à l'œil qui le regarde et qui peut être lassé de se retrouver face à de la répétition. Alors, l'artiste crée et que après on puisse se dire bon voilà, il y a une certaine valeur, où moi je lui mets plus ou moins de la valeur, j'apprécie plus ou moins. Je préfère une œuvre bancale mais que je sens viscérale et pertinente plutôt que quelque chose de bien léché, bien dans l'air du temps et parfait, au final qui peut même devenir très décoratif, mais ça a aussi sa valeur. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Moi par contre je sais ce que je veux montrer et ne pas montrer. Je pense que j'ai jamais vu la photographie comme étant quelque chose d'autre que comme un médium de qualité, mais qui transmet à la fois toute une construction de pensée. Et donc c'est comme en fait toute catégorie d'art, en fait, de production, de création d'art. C'est une transmission. Et c'est pas un état du monde, c'est une transmission. L'œuvre, elle est autant une présence, comme un individu a une présence au monde, et l'œuvre, elle a une présence au monde. Et elle n'est pas forcément là pour avoir une injonction sociale, une injonction pédagogique. Encore une fois, c'est pour ça que je n'aime pas on dit à des publics, c'est un regardeur qui, lui, va réceptionner cette transmission et il va pouvoir effectivement l'interpréter. Mais parce qu'on passe toute notre vie à interpréter.
Il n'y a rien de réel, il n'y a rien tout est factuel et notre interprétation, c'est lié à notre propre perception. Et notre perception, c'est notre discernement. Et notre discernement, il est lié à notre justement individualité qui a évolué dans un milieu culturel, dans un milieu géographique, donc certainement dans un moule, dans un module qui nous dit il nous faut voir les choses comme ci, il nous faut voir les choses comme ça. Mais on a quand même notre propre, et je reviens sur ce terme de discernement, on peut avoir notre propre discernement. Donc oui à la photographie, parce que j'aime ça, j'aime ce médium photo qui est pour moi, au-delà de la 2D en fait, je vois toujours en 3D, et même la photographie couleur, je la vois en noir et blanc. Donc c'est encore une fois, donc bien une question de perception. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cet échange. Voilà. Pas pour ces conseils, pour ces recommandations, ces accompagnements. Pour l'accompagnement et merci pour ton accompagnement Marine et cette conversation. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!